Journal de 13h, madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de cette édition. La remise de bourse d'excellence Dominique Ouattara, les lauréates de 2024 du programme de bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation civile. Elles sont 11 jeunes filles à pouvoir bénéficier de cette prise en charge complète pour leur étude de 330 millions de francs CFA. Un séminaire Afrique des conseils d'administration, une réunion entre administrateurs du continent, un partage d'expériences et de bonnes pratiques centrées sur l'évaluation du conseil d'administration pour améliorer la performance des entreprises en Afrique. Cette actualité hors de nos frontières, la scène politique est réduite de moitié en Guinée-Conakry après une décision du gouvernement de dissoudre ou suspendre de 50% le nombre des partis politiques dans le pays suite à un recensement. Bienvenue à tous. Il se tient ce mercredi un conseil des ministres au palais présidentiel à Abidjan. La réunion est présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le compte-rendu vous sera proposé dans nos prochains journaux. La première promotion de jeunes filles bénéficiaires de la bourse d'excellence Dominique Ouattara pour la formation au métier de l'aviation civile. Voilà une opportunité qui vaut 330 millions de francs CFA, une prise en charge complète pour 11 jeunes filles sélectionnées sur la base de leurs excellents résultats scolaires. Elles sont ainsi retenues pour poursuivre leurs études supérieures dans le domaine de l'aviation civile au Maroc. La cérémonie parrainée par la première dame Dominique Ouattara est résumée pour vous par Alexis Ouedraogo. Elles sont 11 jeunes filles à recevoir ce mardi au cabinet de la première dame les bourses d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation. L'initiative première du genre sur le continent va leur permettre de bénéficier d'une formation tout frais payée au Maroc. Je n'ai jamais rêvé que ma petite fille bénéficie d'une bourse de la part de la première dame. Elle a postulé et puis elle a réussi. On n'est pas passé par 1000 chemins. Pour Jean-Louis Moulot, directeur de la Sodexam, ce programme est une réponse au déséquilibre du genre dans le secteur de l'aviation civile. Il permettra aux femmes d'intégrer des postes clés du domaine. Les 11 lauréates retenues sur 328 candidates s'envoleront pour le Maroc le 1er novembre. Les frais généraux pour cette première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara se chiffrent à 330 millions de francs CFA sur les 5 années de formation. Ces frais généraux vont couvrir les frais pédagogiques, les frais de restauration, l'hébergement sur le campus de l'Université internationale de Rabat, l'assurance, les manuels pédagogiques et les billets d'avion de mise en route. Déjà, un mécanisme de suivi est en place pour l'encadrement des jeunes filles qui devront être intégrées au terme de leur formation à la plateforme aéroportuaire ivoirienne. Les bénéficiaires s'engagent à porter haut le drapeau ivoirien. Nos parents ne se feront plus de soucis pour nous. Cette bourse n'est pas qu'une simple opportunité, mais un accomplissement. L'accomplissement de notre désir à toutes, d'exercer dans le domaine de l'aviation. Pour l'événement, les jeunes filles ont reçu les encouragements d'une aînée dans le secteur, Edith Maladiop, première femme ivoirienne commandant de bord. Vous êtes à l'aube d'un voyage extraordinaire. Vous avez une chance unique de vous former, de vous épanouir et de contribuer à l'évolution de l'aviation dans notre pays et sur le continent africain. Mon conseil que je vous donne est simple, n'abandonnez jamais. Des mots soutenus par le général Koulibaly, PCA de Aéria, et par le ministre des Transports, Amadou Koné. Chers enfants, vous êtes à compter de ce jour des femmes leaders dans l'industrie de l'aviation civile. Et vous pouvez compter sur notre encadrement, notre soutien. Promouvoir ce programme de bourse d'excellence doit être une priorité pour tous, car il est porteur d'un message fort. L'aviation civile doit être le reflet de notre société dans sa diversité et son excellence. Invitée au pupitre, la première dame Dominique Ouattara n'a pas caché sa fierté à l'endroit de ses filleules, qu'elle exhorte au courage. Mes chères filles, vous êtes toutes mignonnes. Vraiment, je suis fière de vous. L'opportunité qui vous est offerte aujourd'hui est unique. Le secteur de l'aviation est un domaine particulièrement élitiste, qui nécessite rigueur, discipline et passion pour y travailler. Vous avez été choisis parmi des centaines d'autres candidates pour bénéficier d'une formation de haut niveau et vous êtes désormais en route pour une brillante carrière.
Je vous encourage à faire preuve de détermination pour réussir de sérieux dans vos études et de courage dans votre pays d'accueil que vous rejoindrez le 1er novembre prochain. À vos efforts constants répondra le succès. Vous êtes les premières d'une longue liste et je compte sur vous pour bien travailler afin d'obtenir de brillants résultats et nous rendre tous très fiers. Vous êtes les ambassadrices de cette bourse d'excellence et à travers vous, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui brillera à l'extérieur. Une signature de protocole d'accord entre la première dame de Côte d'Ivoire, la Sodexam et Barrick Gold a eu lieu avant la remise officielle des bourses et enveloppes d'encouragement de la première dame à ses filleuls. Et voilà qui vient renforcer la promotion du genre dans ce secteur élitiste qu'est l'aviation civile de Côte d'Ivoire. L'Afrique veut se doter et doter ses entreprises d'une gouvernance de qualité mondialement reconnue. Les administrateurs du continent s'y attellent ici à Abidjan. Ils participent au séminaire Afrique des conseils d'administration avec l'ambition affichée d'améliorer la performance de l'entreprise et sa gouvernance. Jean-Michel Quadio et Jean-Marc Djadji. De 64 milliards à plus de 250 milliards de francs CFA. Voici la performance financière des entreprises publiques ivoiriennes entre 2017 et 2023. Sur cette même période, accroissement des dividendes de la Côte d'Ivoire, de 17 milliards à 70 milliards de francs CFA. Un bon cru, certes, mais qui invite à une amélioration constante des performances des entreprises. Ce séminaire Afrique des conseils d'administration et directeurs généraux est le cadre choisi pour la réflexion. Force est de reconnaître à ce jour que dans les classements mondiaux, en matière de gouvernance d'entreprise, les entreprises africaines sont absentes. Il nous a paru indispensable d'initier cette rencontre de partage d'expérience. Nous souhaitons relever le défi de l'excellence en matière de gouvernance. L'évaluation des conseils d'administration et des directeurs généraux a constitué un point essentiel des réformes menées par le ministère en charge du portefeuille de l'État. En effet, il a été instauré un dispositif d'évaluation. Sur le plan des performances, ce dispositif a contribué à l'atteinte de résultats satisfaisants. 72% des entreprises publiques tiennent leur assemblée générale ordinaire dans les délais réglementaires, contre 56% en 2018. 65% des entreprises publiques ont adopté un plan d'audit annuel, contre 38% en 2018. Au cœur de cette rencontre, amélioration et performance des entreprises et leur gouvernance à travers l'évaluation des conseils d'administration et directeurs généraux. C'est la semaine nationale de l'eau et jusqu'au 3 novembre prochain, le gouvernement ivoirien travaille à définir un cadre juridique et réglementaire à la lutte contre la pollution des ressources en eau. Une ambition qui contribue au développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre la déclaration du gouvernement sur ce sujet, déclaration enregistrée par Eugène Atobé. La semaine nationale de l'eau, une invitation de tous les acteurs du secteur de l'eau à adresser les défis posés par la pollution des eaux. Le thème de l'édition 2024 qui met en lumière les nouvelles dispositions juridiques et réglementaires en vigueur en Côte d'Ivoire en est l'illustration et rappelle surtout les efforts du gouvernement pour apporter une solution définitive à la pollution des ressources en eau. Sous l'égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, la réforme du secteur de l'eau a été initiée et a abouti à la promulgation de la loi portant code de l'eau pour répondre efficacement aux nouveaux défis de la protection et de la gestion des ressources en eau. L'édition 2024 de la Semaine nationale de l'eau permet aux services en charge de la gestion des ressources en eau de se rapprocher des populations à travers des rencontres éclatées dans plusieurs localités du pays. Action novatrice qui vaut son pesant d'or. Cette édition permettra aux acteurs du secteur de l'eau de comprendre, de s'approprier et d'appliquer les dispositions du nouveau code de l'eau de manière efficace afin de préserver cette ressource vitale pour les générations présentes et futures. Le gouvernement entend intensifier ses actions afin de lutter contre la pollution, renforcer la résilience des populations au changement climatique et assurer à celles-ci une amélioration notable de leurs conditions de vie.
Et voyons à présent cette collaboration entre départements ministériels pour le renforcement des actions de l'armée sur le terrain, dont d'un véhicule de double cabine 4x4 à la gendarmerie nationale de Bangolo. Le point de Christ-Ephraim Diomandé, commenté par Jean-Marc Djadji. Une voiture, double cabine, 4x4 flambant neuve, d'une valeur de 13 millions de francs CFA, offert à la gendarmerie nationale de la 8e Légion territoriale de la compagnie de Bangolo. C'est un don de Célestin Seredo, président du conseil régional du Guémon. Un geste qui vient soulager ces gendarmes. Les gendarmes se sont donnés corps et âme pour protéger la population. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ce véhicule et ce don du président Célestin Seredo, j'espère que désormais toutes les populations vont dormir sur les deux oreilles. Pour le ministre Seredo, cet acte contribue à renforcer la sécurité des personnes et des biens. Nous pouvons, en tant que fils de la région ou fils du département, apporter ce que nous pouvons faire. Cela relève de la politique du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a instruit d'être auprès de la population. Nous avons trouvé un véhicule qui puisse permettre à la brigade de gendarmerie de Bangolo d'exercer et de veiller sur notre sécurité. À travers cette initiative, le ministre Seredo entend équiper toutes les forces de défense et de sécurité afin de lutter contre l'insécurité dans le Guémon. Dans le cadre du renforcement des actions de sécurisation sur le territoire, un exercice de lutte antiterroriste mené par les forces armées de Côte d'Ivoire se déroule dans les régions des Lacs et de la Maraoué, ouvert le 24 octobre pour s'achever le 3 novembre prochain. L'exercice vise à éprouver les capacités de lutte antiterroriste des forces armées de Côte d'Ivoire. Cet exercice qui engage des moyens terrestres, maritimes et aériens verra des déplacements de troupes de jour comme de nuit et des survols d'aéronefs susceptibles d'occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments tout en s'engageant à en réduire l'impact. La lutte contre le terrorisme, l'armée ivoirienne ne livre pas bataille seule. L'agence Emploi Jeunes s'engage aussi, mais sur le front de la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord du pays. Elle se présente avec des programmes pour améliorer l'insertion des jeunes de ces localités vulnérables. Un troisième plan est sur le point d'être lancé, mais avant cela, faisons le point de l'impact des deux précédents programmes avec Olivier Kra, Walter Amadou Ouattara et Nick Eziao. De 2022 à 2023, plus de 65 000 hommes et femmes, dont l'âge est compris entre 16 et 70 ans, ont pu bénéficier du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Il est financé à hauteur de 33 milliards de francs CFA selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Pour la phase 3, des dispositions sont annoncées. Le programme a un fort engouement auprès des populations et surtout que ce programme contribue donc à renforcer la résilience des populations et à les prémunir contre tous les risques pour lesquels ce programme a été développé. Il s'agira pour la délégation ministérielle, pour les partenaires du système des Nations Unies et toutes les autorités de rencontrer des jeunes, de visiter des projets, visiter des jeunes qui sont en formation, qui sont installés, visiter les associations villageoises d'épargne de crédit mises en œuvre dans ces différentes localités et s'entretenir avec les différentes populations. Le lancement de la phase 3 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord s'effectuera le 2 novembre prochain dans le Bunkani, précisément à Bouna. 17 000 jeunes constituent la cible. Voilà une autre façon de promouvoir la jeunesse. Nous restons dans nos régions avec ce sujet sur les dynamiques femmes rurales, celles qui font la force de nos régions. Elles contribuent de façon considérable à la gestion des ressources naturelles et les autorités ivoiriennes insistent sur l'importance de garantir leur accès au marché et aux ressources forestières. Une prise de position pour davantage d'inclusion des femmes rurales. Déclaration faite dans la ville de Soubré selon ce compte-rendu de Sam Kona. Aujourd'hui, si on veut travailler dans des choses comme ça, une forêt comme ça, on ne gagne pas facilement comme ça. Par exemple, manioc comme ça, arachide,
Tu cherches client d'abord, avant ils vont payer. Mais on ne gagne pas client facilement, comme ça ils vont payer. Traoré Rokia de l'association Benkadi du village de Kwamekro vit avec ses sœurs les mêmes réalités que toutes les femmes rurales de Côte d'Ivoire. Et pourtant, elles demeurent les principales gardiennes de la biodiversité agricole et forestière, selon le ministre Laurent Tchagba, qui l'a reconnu à Soubri au cours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme rurale. Les femmes des zones rurales sont aussi productives et entreprenantes que les hommes. Malheureusement, elles sont confrontées à plusieurs difficultés, notamment l'accès à la terre, au crédit, aux intrants agricoles, au marché. Pour l'accès donc aux ressources forestières et au marché, les femmes rurales peuvent compter désormais sur le projet d'investissement forestier phase 2 du ministère des Eaux et Forêts. Le PIF 2 a pour objectif de développer, de conserver et d'augmenter le stock de forêts ainsi que d'améliorer l'accès aux sources de revenus issues de la gestion durable des forêts pour les communautés des zones d'intervention. Dans le cadre de cette célébration, nous voulons dire haut et fort à la nation, aux femmes, que l'engagement est pris pour les aider dans le domaine de la foresterie et de faire en sorte que ce qu'elles font dans la foresterie, nous allons les appuyer à améliorer cela. Des panels et une exposition des produits vivriers, fruits des efforts des femmes rurales, a mis fin à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme rurale. Le sujet de l'insertion était aussi au cœur d'une rencontre entre la jeunesse de la commune d'Adjamé et Mamadou Touré, le ministre de la promotion de la jeunesse, un face-à-face durant lequel les deux parties se sont exprimées sur les opportunités d'insertion professionnelle et de formation en Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé. Sur invitation de la jeunesse communale d'Adjamé, le ministre de tutelle Mamadou Touré vient s'entretenir avec les jeunes. Au menu des échanges, les opportunités d'insertion professionnelle et de formation qu'offre l'agence emploi jeunes. Et tenant compte de l'actualité sur la révision de la liste électorale, Mamadou Touré incite les jeunes à accomplir leurs devoirs civiques en se faisant enrôler massivement. Je suis convaincu que les jeunes vont prendre d'assaut les centres et nous allons les visiter pour confirmer, pour montrer que le message du ministre est vraiment passé et que les jeunes ont adhéré à la demande du ministre pour se faire enrôler, pour décider de l'avenir du pays. Avant la rencontre avec le ministre, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur l'emploi jeune. Et vu cette rencontre, ils nous ont éclairé sur l'emploi jeune pour que demain on puisse avoir une chance aussi de travailler dans la société. L'invité du jour, Mamadou Touré, est tout aussi satisfait d'avoir eu ces discussions fructueuses avec la jeunesse. Nous avons constaté qu'il y a encore des jeunes qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Ce que je leur ai dit, c'est que le vote est un instrument pour eux. Le vote leur permet non seulement d'accomplir un devoir citoyen, mais le vote leur permet d'influencer le destin de leur commune et du pays. Ensuite, sur leur autonomisation, et donc il y aura des rencontres de proximité pour échanger avec les jeunes, leur donner l'ensemble des informations en vue donc d'une meilleure insertion professionnelle. Pour cette rencontre, l'agence emploi jeunes a déployé un dispositif spécial offrant la possibilité aux jeunes de s'inscrire aux différents programmes de stage et de formation. L'insertion professionnelle n'exclut pas l'entrepreneuriat. À l'université Jean-Laurignon Guédé de Dalois, on voit pourquoi on apprend à y construire son projet entrepreneurial depuis l'école, nous dit Kader Sogodogo. Construire son projet entrepreneurial dès l'école, c'est le thème de la conférence qui réunit la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, et la grande famille de l'université Jean-Laurignon Guédé. L'idée ici est de susciter l'amour de l'entrepreneuriat chez les étudiants. L'intervention de Florence Koné, dont la vocation entrepreneuriale a fini par payer, vient à propos pour captiver l'assistance. Étudiants et responsables d'université saluent l'initiative. On a appris des parcours vraiment à suivre, qu'il faut copier. Et puis, vraiment, moi, je conseille ces genres de conférences un peu partout dans le pays. Nous avons la même vision, l'insertion des jeunes. Et aujourd'hui,
le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, ont mis en place le statut de l'étudiant entrepreneur. Donc il était bon qu'on puisse les informer de ce statut-là et voir avec les expériences de nos panélistes, voir comment, à partir d'une idée, ils pourraient mettre en place leur structure, s'auto-employer. Pour la SOGECI, l'entrepreneuriat est un puissant vecteur de développement. Faire en sorte que le projet entrepreneurial soit compris par la jeunesse, par les étudiants, et de se préoccuper des besoins et des préoccupations des entrepreneurs sur toute l'étendue de Côte d'Ivoire. D'autres panélistes ont apporté leur expérience à cette rencontre SOGECI étudiants. Le secteur éducation-formation présente des stratégies de développement pour ouvrir donc la voie à un nouveau système de gestion. Une stratégie nationale de digitalisation du secteur est annoncée avec pour objectif de renforcer la lutte du numérique, la culture du numérique au sein de la communauté éducative. Le projet sera mené jusqu'en 2028 selon ce résumé de Ismaël Léo, Davis Soyo et Zakaria Traoré. Le système éducatif ivoirien tire profit des résultats des états généraux menés en 2023. Le secteur se dote d'un plan de stratégie nationale de digitalisation en réponse aux défis numériques. Une approche à laquelle l'UNICEF associe son image. L'institution met à disposition du domaine éducation-formation un outil dénommé Ma classe digitale mobile. Ce dispositif innovant permet d'accéder hors ligne à la plateforme Mon école à la maison grâce à un panneau solaire et une trentaine de tablettes. L'ambition est très claire. Offrir à chaque enfant, où qu'il soit en Côte d'Ivoire, des outils numériques adaptés et accessibles. Le projet, pour sa bonne tenue, nécessite un fonds de plus de 200 milliards de francs CFA. La ministre Maria Toukone met à contribution l'ensemble des acteurs du milieu. Avec le soutien de tous les partenaires, des enseignants, des parents d'élèves et des élèves, nous réussirons à coup sûr à transformer cette vision du président de la République en une réalité tangible, palpable, au bénéfice de nos enfants et de notre pays. En terre ivoirienne, pour s'inspirer du modèle éducatif du pays, la ministre camerounaise des enseignements secondaires prend également part à l'activité. La stratégie nationale de la digitalisation de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire fera l'objet d'adoption en Conseil des ministres. Intéressons-nous à présent au projet Planet Gold. Voilà une initiative du programme des Nations Unies pour le développement qui accompagne les mineurs artisanaux afin de rendre les exploitations aurifères à petite échelle plus sûres, plus propres et plus rentables. Le programme s'emploie à éliminer le mercure de la chaîne d'approvisionnement en or. Préfet de région et responsable administratif analyse son impact ici en Côte d'Ivoire suivant le développement de Kader Sokotogo. Le corps préfectoral et d'autres acteurs clés de l'administration en atelier. Sur la table, le projet Planète Gold, une réponse aux dangers liés à l'utilisation du mercure dans les exploitations minières à petite échelle. Ce secteur utilise 24% du mercure au monde selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le projet d'évaluation initiale de la Convention de Minamata, exécuté en 2018, révèle que le rejet annuel de mercure lié aux activités de l'exploitation est de 17,12 tonnes en Côte d'Ivoire. Renforcer leur capacité et bien sûr la formalisation du secteur afin qu'ils puissent s'approprier tous ces éléments dans toutes les dimensions pour qu'à leur tour, ils puissent communiquer cela à leurs administrés. Problème de santé publique, avec une exposition des femmes et des enfants liés au mercure, le projet Planète Gold a besoin de prendre son envol. Cela passe par une meilleure appropriation de différents acteurs, dont le corps préfectoral. Depuis 2023, 5 localités pilotes ont été répertoriées dans la mise en œuvre du Planète Gold. Ouro, Ambol, Marawi, Bélier et Mourounou. Et nous sommes à la fin du mois d'octobre, mais la lutte contre le cancer du sein ne s'arrête pas. Dans la ville de Bondoukou, 100 000 kits de dépistage ont été offerts aux femmes. La campagne Octobre Rose à Bondoukou est rendue par Michel Mambo.
Près de 4000 cas enregistrés pour plus de 2000 décès en 2022 en Côte d'Ivoire et depuis, le cancer n'arrête pas de faire des dégâts. Bonne nouvelle cependant, vaincre le mal, c'est possible. La panacée, se rendre à l'hôpital le plus tôt possible. C'est le message véhiculé à cette campagne de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus à Bondoukou. L'opération est initiée par l'ONG La Maison de l'Amour en collaboration avec le centre hospitalier régional. Le cancer du col et le cancer du sein sont vraiment les deux grands cancers de la femme. C'est vrai que pour le cancer du col de l'utérus, il y a déjà un vaccin qui est très efficace, qui est gratuit, qui a été introduit donc dans le programme élargi de vaccination et qui est effectué à l'âge de 9 mois chez nos jeunes filles. Mais pour le cancer du sein, en revanche, il n'y a pas encore de vaccin. Et donc, nous souhaitons que les mamans, les femmes puissent venir à l'hôpital pour se faire dépister assez tôt. Nous saisissons cette occasion de mouvance internationale pour communiquer, inviter nos mamans à s'inscrire dans la dynamique des efforts du gouvernement, de sorte que ce mal soit dépisté très tôt et que les prises en charge soient faites comme il se doit. La campagne s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, 31 jours axés sur la sensibilisation et l'information. Et pour toucher le maximum de femmes, la marraine de la cérémonie, Angéline Adjoumani, offre 1000 kits de dépistage. Cette maladie est une maladie vraiment très dangereuse qui fait ravage aujourd'hui. Et nous exhortons les femmes à venir vraiment se faire dépister le plus vite possible. Octobre Rose, aux 4 coins de la Côte d'Ivoire, le message a été porté aux femmes. Un autre mois, une autre cible, les hommes. Novembre bleu, un mois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. Et avant Novembre bleu, Octobre rose, chez les femmes de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de définir de nouvelles lignes pour la sensibilisation. Elles visent dans leur stratégie des zones rurales et difficiles d'accès. Sarah Tiéméné et Walter Amadou Ouattara. Lutte contre le cancer du sein. Les femmes de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPC, s'impliquent dans le combat. À cette rencontre, des réflexions sont menées en vue d'accentuer la sensibilisation et prévenir la maladie. Alors, en faisant cette campagne, c'est aussi emmener nos sœurs qui sont dans les régions reculées, là où la télé n'arrive pas, la radio puisse arriver et les sensibiliser, les informer, afin qu'elles sachent que quand le cancer est dépisté tôt, il peut guérir. Le rôle de la radio de proximité, justement, c'est d'accompagner le développement local. C'est de donner le micro à toutes les personnes qui ont quelque chose à dire pour communiquer sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur toutes les questions qui peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations. La contribution des radios de proximité dans la lutte contre le cancer du sein est le thème à travers lequel la branche féminine de l'URPC compte contribuer à la lutte. Il s'agit également de briser le silence autour du cancer du sein et sauver des vies grâce à une information accessible et adaptée aux réalités locales. Avant les prochaines élections et vu le processus électoral qui est enclenché avec la révision de la liste électorale, 200 pasteurs des guides religieux sont formés par le médiateur de la République sur les modules de la paix et de la cohésion suivant ce compte-rendu de Mahama Traoré. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, les guides issus des différentes communautés évangéliques et protestantes regroupées au sein du COSEP, Conseil supérieur des évangélistes et protestants, entendent jouer leur partition pour un climat apaisé. Au nombre de 200 pasteurs, ces serviteurs de Dieu ont échangé avec le médiateur de la République sur la formation et la sensibilisation aux valeurs de paix qu'ils viennent de recevoir. Nous travaillons déjà à la réconciliation des vies, des âmes avec le Seigneur et entre les frères et les sœurs. À partir de cette formation que nous venons d'avoir, moi, en tant que directeur de cabinet, c'est de suivre afin que les différentes formations qu'on a reçues puissent être appliquées dans les différentes régions, dans les différentes zones où le COSEPSI est représenté. À l'issue de ces 3 mois de formation, les hommes de Dieu s'engagent à être des ambassadeurs de paix et de cohésion. Pour les prochains mois, ils promettent de descendre sur le terrain pour prêcher l'évangile d'une élection sans violence.
Nous serons en amont des personnes habilitées à régler des moments de conflit selon nos compétences, parce que en toute chose, il faut se référer. Donc nous pourrons aider la communauté à pouvoir régler des conflits. Cette formation en milieu évangélique vient aussi renforcer les capacités de ces pasteurs dans la gestion des conflits communautaires. Cette actualité sur notre continent, en Guinée, où la moitié des partis politiques sont dissous, suspendus par le gouvernement. La scène politique se réduit ainsi de moitié après une campagne de recensement et d'évaluation des partis politiques du pays. Le gouvernement a fait cette annonce hier, donc une dissolution de 50% des partis politiques enregistrés dans le pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à retenir pour cette mi-journée. C'était un journal traduit pour vous en langue des signes. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez un nouveau journal à 20h et moi je vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant, avec le même plaisir sur RTI 1.